Ils sont une cinquantaine, venus de toutes les régions éducatives du pays, responsables, formateurs, partenaires sociaux et représentants de parents d'élèves participent à cet atelier dédié à la promotion du Bonamas, la bourse nationale du manuel scolaire. Très souvent, jusqu'au premier et deuxième trimestre, il y a des enfants qui n'ont toujours pas de fournitures scolaires. Donc nous pensons qu'avec l'avènement de Bonamas, tous nos enfants auront les mêmes chances et ils apprendront au même moment. Bienvenue. Seulement, nous regrettons que la phase pilote n'ait pas pris. Le Bonamas est un système de prélocation qui permet à chaque élève d'obtenir 8 manuels scolaires pour seulement 10 000 francs CFA. Une solution pour réduire les inégalités et alléger les charges des parents. Alors, l'atelier est organisé pour intensifier justement les actions de communication et préparer les missions de sensibilisation. Alors, cet atelier-là vise à fournir les éléments de langage et les outils nécessaires en vue d'une meilleure sensibilisation des communautés, des familles, des acteurs et de tous ceux et de toutes nos cibles, en fait, j'allais dire. Représentant la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, André Kamaté a rappelé que cette réforme s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement. Il insiste sur la nécessité pour tous les parents d'adopter le projet Bonamas. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont recommandé l'extension de Bonamas à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est une réforme majeure qui permet d'améliorer la qualité des apprentissages et des enseignements. Après la phase pilote dans 16 DRENA et qui a couvert 711 établissements publics et privés, nous avons décidé de procéder à un maillage total du territoire national. Pour y parvenir, il faut une bonne stratégie de communication pour assurer une meilleure visibilité et appropriation par les populations. Pendant 3 jours, les participants vont élaborer des messages et outils de sensibilisation, mais aussi renforcer leurs compétences en communication et média training pour mieux convaincre sur le terrain. Après Bundiali, Ferké, Bondoukou, c'est le tour de Congo, dans la région du Tchologo, d'abriter une autre centrale photovoltaïque d'une capacité de 50 MW. La réalisation de cette infrastructure énergétique permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa capacité de production solaire à 1044 MW à l'horizon 2030. Ce projet, d'un coût global de 37 milliards de francs CFA, est conduit par Congo Solaire. La centrale solaire de Congo va s'étendre sur 80 hectares avec l'installation de 88 000 modules solaires de dernière génération. Sa capacité de production la première année sera de 96 MW. Le représentant de Téné Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, s'est réjoui du choix de la localité pour abriter cet important projet. L'énergie qui va voir le jour au niveau de Congo va booster le développement de Congo. Et quand on sait qu'il y a des pays qui cherchent l'énergie, le courant, et que nous, on vient nous en donner en abondance, merci, monsieur le ministre. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie inscrit la construction des centrales photovoltaïques dans la mise en œuvre d'un choix stratégique de la Côte d'Ivoire d'accélérer sa transition énergétique. C'est plus d'une douzaine de projets de cette nature qui sont prévus d'ici 2030. Et ces projets vont nous permettre d'avoir en cumulé plus de 1044 MW d'origine solaire. La centrale photovoltaïque de Congo fournira annuellement près de 97 MW pour la consommation de 380 000 ménages et va contribuer à éviter l'émission de 55 000 tonnes de CO2 par an. Le Trade Finance Seminar 2025, organisé par Afreximbank du 4 au 7 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, marque son 25e anniversaire. Véritable puissance de connexion, le forum vise à former les banques africaines, définir les étapes de l'investissement et accompagner les institutions dans la maîtrise des climats économiques dans un contexte où le déficit de financement du commerce dépasse les 100 milliards de dollars par an. Vous invitez à tirer le meilleur parti de ces échanges, à partager vos expériences, à créer des synergies et à formuler des propositions
audacieuse, car de vos réflexions sortiront les solutions qui façonneront l'avenir du commerce africain. Placé sous le thème « Le financement du commerce à l'ère du perfectionnisme, s'adapter à la reconfiguration des alliances mondiales », le forum se positionne comme une plateforme stratégique pour cibler les opportunités du financement du commerce sur le continent. En accueillant cette 25e édition de l'ATFS, Abidjan s'impose comme un cœur financier de l'Afrique de l'Ouest. A noter qu'en 2024, le commerce intra-africain a progressé de 12,4%, atteignant plus de 200 milliards de dollars. Notre présence ici montre que nous sommes prêts à agir, à piloter et à investir dans les infrastructures et les partenariats qui permettent des améliorations pratiques et mesurables. L'Afrique est richement dotée en ressources naturelles, des minéraux aux hydrocarbures en passant par les produits agricoles et offre de plus en plus d'opportunités à valeur ajoutée dans les domaines de l'énergie, des métaux et de la logistique. La Banque centrale BCEAO œuvre depuis plusieurs années à la création d'un cadre réglementaire favorable au développement de nouveaux instruments de financement. Je crois que cela correspond à l'attente exprimée par Madame la directrice générale tout à l'heure. Afreximbank, à travers ce rendez-vous, réaffirme son engagement pour une Afrique autonome et industrialisée. Le continent a enregistré une croissance de 13,9% de son commerce de marchandises, atteignant 1 500 milliards de dollars en 2024. En s'appuyant sur la formation, la coopération et le financement des PME, le Trade Finance Seminar 2025 veut transformer cette progression en développement durable. Depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Stéphane Mafia pour Africa 24. À quelques jours du coup d'envoi de la COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre, un nouveau rapport des Nations Unies révèle que le monde se dirige vers une grave escalade des risques et des dommages liés au changement climatique. Dans son rapport annuel sur l'augmentation d'émissions de CO2, le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique qu'en vertu des engagements actuels, la lutte contre la hausse prévue de la température mondiale au cours des prochaines décennies n'est pas suffisante. Seules 60 parties de l'accord de Paris, couvrant 63% des émissions de gaz à effet de serre, avaient soumis ou annoncé de nouvelles contributions déterminées au niveau national, détaillant leurs objectifs actualisés pour 2035. En ne mettant en œuvre que les politiques actuelles, les températures mondiales augmenteront de 2,8 degrés, un progrès par rapport aux 3,1 degrés prévus l'an dernier, mais qui n'est pas suffisant selon les auteurs du rapport. Ils ajoutent que les pays doivent maintenant s'engager à fond dans l'action climatique. L'Union européenne est l'un des 6 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre selon le rapport. L'objectif actuel de Bruxelles est de réduire les émissions nettes de CO2 d'au moins 66 à 72% par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2035. Les représentants de l'Église évangélique réformée de Suisse, ERS, réunis en synode le 3 novembre, ont décidé à l'unanimité de réaliser une enquête sur les abus sexuels en son sein. Une enveloppe budgétaire pouvant atteindre les 250 000 francs pour ce projet a également été votée, a indiqué Stéphane Jute, directeur de la communication de l'ERS à l'agence de presse Keystone ATS. L'étude a pour ambition de traiter de manière indépendante les abus sexuels et spirituels survenus dans le contexte des églises réformées. Il s'agit par ailleurs d'en déceler les conditions structurelles qui seraient propres à des contextes existants dans l'ERS. Le rendu de l'étude est attendu pour fin 2027. En avril 2024, dans le contexte de la publication d'une étude similaire au sein de l'église réformée allemande, la présidente de l'ERS avait affirmé avoir entendu parler de nombreux cas au sein de l'Église réformée de Suisse. L'Afrique du Sud a inscrit son nom dans l'histoire dimanche 2 novembre 2025 en décrochant la médaille d'argent à la Coupe du monde féminine de cricket ICC 2025. Lors d'une finale palpitante à Navi Mumbai, les Proteas se sont inclinés face à l'Inde avec 52 points d'écart, 288/7 contre 246, tous éliminés, offrant aux Indiennes leur premier titre mondial sur leur propre sol. Je pense que la pression était palpable, mais nous avons fait de notre mieux pour la gérer. Nous avons bien joué, même si nous avons craqué et n'avons pas réussi à l'emporter.
Après un départ prudent, l'Afrique du Sud avait pris l'avantage avec 51 points sans perte de guichet, mais la dynamique s'est rompue avec l'élimination de Tasmin Brit sur un tir direct de Harman Pritko, suivi de l'élimination jambe devant guichet de Botch. Laura Volvav, meilleure marqueuse du tournoi avec 571 points, a battu le record de l'Australienne Alyssa Haley pour le plus grand nombre de points inscrits en une seule compétition du monde. La vétérane Marizanne Kapp est devenue, elle, la meilleure preneuse de guichets de tous les temps dans l'histoire de la Coupe du monde féminine avec 44 guichets, consolidant son statut de légende du cricket. Pour gagner des matchs, il faut être gentil, positif et assez agressif. Et nous avons vraiment essayé de mettre en pratique tous ces conseils pendant ce tournoi. Je pense que cela n'a pas été ma meilleure année, mais ce n'était pas une très mauvaise compétition du cricket et nous sommes vraiment satisfaits des différentes options que nous avons pu mettre en place tout au long de ce tournoi. Le parcours des Protéas jusqu'à leur première finale marque un tournant pour le cricket féminin en Afrique. Même si l'équipe sud-africaine rentre sans le trophée, sa médaille d'argent illustre la croissance rapide du cricket féminin et inspire une nouvelle génération de joueuses. Le tournoi de 2025 restera dans les mémoires comme un moment clé pour l'essor de ce sport en Afrique du Sud, porté par des performances individuelles exceptionnelles et une détermination collective.